Attends. 10 kilos de végétaux pour 1 kilo de bœuf. 10 kilos pour 1 kilo. Sérieusement? Non mais, sérieusement? Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est nimp! Mais c'est nimp l'élevage, bordel, ça me flingue! Attends. Ils sont justes ces chiffres au moins. Bon, donc aujourd'hui, on parle de l'efficience de l'élevage. Mais qu'est-ce que c'est? Eh ben, un animal, comme tout le monde, il a besoin de manger. Donc le morceau de muscle qu'on retrouve dans nos supermarchés, il n'a pas été produit à partir de rien. Pour l'obtenir, il a fallu donner à manger à l'animal à qui il appartenait. En général, c'est des végétaux. L'efficience, c'est simplement le ratio entre ce qu'a mangé l'animal d'un côté et ce qu'on obtient grâce à son exploitation de l'autre. Comme on a pu le voir dans cette super intro, un argument fréquent contre l'élevage, c'est qu'il serait foncièrement inefficient. Cette inefficience, elle impacte beaucoup de choses. Consommation d'eau, utilisation des sols, émissions de CO2, plein de trucs. Mais aujourd'hui, c'est un sujet bien particulier qui m'intéresse, la disponibilité alimentaire. L'idée là, c'est que vu qu'il faut 10 kg de végétaux pour 1 kg de viande, l'élevage y contribuera à la fin dans le monde. Mais ce chiffre de 10 kg, tu t'es déjà demandé s'il était bien pertinent? C'est exactement ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et pour ça, on va commencer par utiliser deux études. Une autrichienne et une de l'INRA. Bon, du coup, on la calcule comment cette fameuse efficience? Dans l'idée, c'est assez simple. Pour produire de la viande, il faut des végétaux. On prend des végétaux, on les donne à manger à un animal et on obtient un morceau de viande. Ouais, si t'as raison, il manque quand même une étape là. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Donc je disais, on prend des végétaux, on les donne à manger à un animal, on lui plante un couteau dans la gorge et là, on obtient un morceau de viande. Du coup, pour évaluer l'efficience, dans l'idée, c'est assez simple. On regarde la quantité de végétaux qu'a consommé l'animal, on regarde la quantité de produits animaux qu'on obtient, et le tour est joué. Bon, dans les faits, c'est évidemment un petit peu plus compliqué que ça. Faut faire attention au périmètre considéré, faut répartir la consommation de végétaux sur les différents produits obtenus, plein de petites subtilités dans le genre dont je te passe les détails. Mais surtout, il nous manque encore une étape pour comparer tout ça. Parce que bon, dire qu'il faut 10 kg de végétaux pour 1 kg de bœuf, ça nous fait une belle jambe si on parle de 10 kg de laitue. Je pense que si je te dis que la laitue et un steak n'ont pas grand chose à voir, tu seras quand même plutôt d'accord. En fait, pour comparer, il faut ramener tout ça à une valeur nutritive. En général, c'est soit une quantité de protéines, soit une quantité de calories. Donc sur notre schéma là, faut juste multiplier chaque branche de la division par sa valeur nutritive. C'est une très bonne question ça. Pour les calories, ça se comprend. Un apport énergétique suffisant, c'est un peu la base pour éviter la sous-nutrition. Mais pour les protéines, pourquoi pas les glucides, les lipides ou même les fibres? Pourquoi forcément choisir les protéines? En général, la justification dans les études, c'est que les produits animaux sont une source importante de protéines et qui sont consommés avant tout pour ça. Voilà, c'est sûrement pas tout à fait faux, mais est-ce que l'apport en protéines, c'est vraiment la chose la plus importante à regarder? C'est probablement très important pour les pays pauvres où l'apport en protéines est limité, mais dans les pays riches où l'apport recommandé est largement assuré, c'est quand même beaucoup moins évident. Et c'est bien dans ces pays-là qu'on consomme le plus de viande. Mais bon, la littérature se base en général sur l'énergie et les protéines, donc on va faire avec. Retiens juste que quand on parle de protéines, on traite déjà le sujet sous un angle un peu discutable. Bon, voyons ce que ça donne. Clairement, c'est pas top. On est toujours largement au-dessus de 1. Ça, c'est pas très étonnant. Les animaux, c'est pas des machines. Ils mangent pas juste pour produire de la viande, ça leur sert aussi à rester en vie. Donc il y avait quand même peu de chances de récupérer plus que notre mise. En plus de ça, on voit que les ruminants sont plutôt mauvais élèves. Les monogastriques font un peu mieux, mais bon, ça reste quand même pas fameux. Ouais, du calme, on n'a pas tout à fait fini là. Bon, ce que Polo essaie de nous dire gentiment là,
c'est que les animaux, ils mangent aussi des trucs pas très comestibles pour nous. De l'herbe typiquement. Du coup, quand on parle de disponibilité alimentaire, ça peut être pas mal de le prendre en compte. Et ça tombe bien, pour ça on a l'efficience nette. L'idée, c'est de donner une image un peu plus fidèle de la contribution de l'élevage à la disponibilité alimentaire. Et de ce point de vue, si un intrant n'est pas comestible pour nous, on peut pas vraiment dire que l'élevage le gaspille, même s'il en consomme de grandes quantités. Mais comment ça se calcule? C'est le rapport entre la part consommable dans les intrants et la part consommable dans les sortants. Donc en fait, il faut juste évaluer la part consommable de chaque produit qui rentre dans le calcul, que ce soit un intrant ou un sortant. Donc en gros, dans notre schéma, on rajoute juste un fil qui nous dit si ça se mange ou pas sur chaque branche. Mais en plus, tu définirais ça comment, toi, un aliment comestible? Bon, pour l'herbe, ça va, on devrait réussir à se mettre d'accord. Mais pour le grain de maïs, par exemple, on considère quelle proportion comme comestible? Pour le coup, les hypothèses des deux études sont franchement différentes. Les Autrichiens, ils prennent une approche purement technique. En gros, la part comestible, c'est la part d'un aliment effectivement digestible avec les techniques de transformation actuelles. Pour l'INRA, par contre, c'est pas la même. Ils se basent sur la part effectivement consommée. Du coup, pour eux, le résultat, il dépend pas seulement de facteurs purement techniques ou physiologiques, mais également de facteurs socio-économiques. Du coup, les Autrichiens estiment que 70% des protéines du grain de maïs sont comestibles. Pour l'INRA, c'est seulement 15%, donc ça fait un bel écart. Mais pourquoi? Il s'avère qu'en France, le maïs en alimentation humaine, il est principalement utilisé pour son amidon. Donc forcément, on valorise peu ces protéines. Du coup, les résultats de l'INRA seront beaucoup plus favorables au mode d'élevage qui utilise beaucoup de maïs. C'est typiquement le cas des élevages de cochons et de poules. Bon, inclure des facteurs socio-économiques, c'est pas forcément absurde non plus. Il y a quand même un problème. Quand on cherche un changement social de grande ampleur, c'est pas hyper pertinent comme approche. Surtout quand c'est les habitudes alimentaires qu'on essaie de changer. En fait, dans cette optique, ce qui nous intéresse, c'est surtout le potentiel de gain ou de perte d'efficience quand on passe à une alimentation végétale. Et pour ça, l'approche de l'étude autrichienne, elle est bien plus adaptée. Attention quand même, ça reste un potentiel, ça garantit pas que les végétaux seraient parfaitement valorisés dans un monde vegan. Les choix alimentaires, c'est avant tout une question de goût et de culture, pas d'efficience. Bref, tout ça pour dire, si vous tombez sur ce genre de chiffres, faites bien attention aux hypothèses, ça peut vraiment avoir une grosse influence sur l'interprétation. Bon, heureusement, ici, il semble que le maïs soit la seule grosse différence entre les deux études. Donc on va quand même pouvoir y jeter un coup d'œil. Pour chaque type d'élevage, j'ai moyenné les résultats des deux études. C'est un peu simplificateur, mais ça rend la chose un peu plus digeste. Si tu veux le détail des résultats, tu peux jeter un coup d'œil à mon article sur le sujet. Du coup, on voit de grosses différences par rapport à l'efficience brute. Déjà, on a certains types d'élevage qui produisent plus qu'ils consomment. C'est le cas de l'élevage laitier par exemple. Ouais, vous pourriez quand même me laisser finir. Hein. Donc je disais, en général, l'élevage laitier semble produire plus qu'il consomme. On voit quand même que c'est plutôt l'exception. Les autres font certes mieux que pour l'efficience brute, mais ils restent en général consommateurs. Donc ils ont bien un impact négatif sur la disponibilité alimentaire. Par contre, c'est intéressant de voir que les ruminants s'en sortent en général mieux que les monogastriques. C'est exactement le contraire de ce qu'on avait vu pour l'efficience brute. Mais en fait, c'est pas très étonnant. Ça traduit juste le fait qu'à la base, les ruminants, ils mangent quand même des trucs pas très comestibles. De l'herbe. Même si on aime bien leur faire manger du maïs. Bon, sinon, on voit aussi que l'élevage s'en sort bien mieux pour fournir des protéines que des calories. Et d'ailleurs, les résultats, ils sont souvent communiqués en termes de protéines. Bon, à ce stade, on a déjà une première conclusion intéressante. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, l'élevage peut bien, dans certains cas, avoir une contribution positive. Mais ces deux études, elles se penchent que sur quelques systèmes bien particuliers. Du coup, elles nous disent pas grand chose de la situation globale. Pour ça, on va plutôt s'intéresser à une étude de la FAO.
Bon, malheureusement, ils ont étudié que l'efficience protéique et les hypothèses sont pas très bien détaillées. Mais on va faire avec. Note juste bien qu'en parlant de protéines, on traite déjà le sujet sous un angle favorable à l'élevage. Ce papier, il détaille l'efficience de l'élevage à l'échelle mondiale et il différencie par type et méthode d'élevage. En plus, les résultats sont séparés entre pays membres de l'OCDE, donc en gros les pays riches, et les autres. On a 4 grands types d'élevage: bovin, petits ruminants, avicoles et porcins. Par contre, il n'y a pas de différenciation entre élevage laitier et élevage pour la viande. Bon, commençons par l'élevage bovin. Alors, que ce soit dans l'OCDE ou non, on voit que l'efficience se dégrade avec l'industrialisation. Ça, c'est plutôt normal. Les améliorations de rendement, elles passent souvent par l'utilisation d'aliments plus riches, qui sont souvent comestibles pour nous. On voit aussi que la contribution peut être positive pour l'élevage en pâturage, en particulier en dehors de l'OCDE. Et c'est pas négligeable. Ce type d'élevage, ça représente environ 30% de la production dans ces pays. En moyenne, il y faut 860 grammes de protéines comestibles pour 1 kg de protéines animales. Dans l'OCDE, par contre, on est plutôt autour d'1,4 kg. Pour les petits ruminants, on n'a que 2 modes d'élevage: pâturage et mixte, avec une efficience égale dans les deux cas. Quand on regarde dans l'OCDE ou en dehors, ce type d'élevage produit plus de protéines qu'il n'en consomme. On est à 500 grammes pour 1 kg dans l'OCDE et 100 grammes en dehors. Ce type d'élevage semble donc bien contribuer à la sécurité alimentaire, mais il représente que 2,6% de la production totale de protéines. Pour les volailles, c'est sans appel. Quel que soit le mode d'élevage, c'est loin d'être efficient. En moyenne, il faut plus de 4 kg de protéines végétales pour obtenir 1 kg de protéines animales. La filière E est bien environ 40% plus efficace que la filière viande, mais il faut quand même 2,9 protéines végétales pour une protéine animale. En fait, le seul type d'élevage à s'en sortir, c'est la fameuse poule dans le jardin. Et encore seulement dans l'OCDE. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec 0,3% de la production, c'est plutôt anecdotique. Pour l'élevage porcin, c'est pareil. Quel que soit le mode d'élevage, on tourne autour de 4 ou 5 pour 1. On peut pas dire que l'efficience soit au rendez-vous. Et comme pour l'élevage avicole, il y a que le cochon du jardin qui descend sous les 1. Et seulement dans l'OCDE où il ne représente que 1,7% du total. Finalement, ce qui est intéressant avec ces résultats, c'est qu'on voit bien que contrairement à ce qu'aurait pu nous faire croire l'efficience brute, l'élevage de ruminants s'en sort au final pas trop mal. En moyenne, il est à l'équilibre. Il est plutôt consommateur dans l'OCDE et légèrement contributeur en dehors. À l'inverse, c'est pas la joie pour l'élevage de monogastriques. Là, il faut 4,2 protéines pour en produire une seule. À défaut de donner de la confiture aux cochons, on leur donne des protéines. Et c'est probablement pire pour les calories. Au final, on a défini 2 types d'efficience. L'efficience brute, qui prend en compte l'intégralité des aliments consommés, et l'efficience nette, qui ne prend en compte que les aliments comestibles. La première, elle donne des chiffres très élevés, plus de 10 kg de protéines végétales pour obtenir 1 kg de protéines de bœuf. Et suivant le contexte, ces chiffres ils peuvent être trompeurs, parce qu'ils ignorent que les animaux peuvent transformer des produits non comestibles. La seconde, l'efficience nette, elle nous a montré que certains modes d'élevage, notamment l'élevage laitier, peuvent produire plus de nourriture qu'ils n'en consomment. Bon, on a quand même souligné que se baser sur l'efficience protéique pourrait être un peu trop favorable à l'élevage, mais au final, même comme ça, le topo à l'échelle mondiale, il est pas très réjouissant. L'élevage de ruminants s'en sort certes à l'équilibre, mais l'élevage de monogastriques consomme plus de 4 protéines pour en produire une seule. En combinant les deux, on arrive à une moyenne de 2,6. Donc pour chaque protéine produite, on en gaspille plus d'1,5. Et encore une fois, on ne parle que de protéines. On a vu que les résultats étaient encore pires pour l'énergie. Donc à l'échelle globale, il est clair que l'élevage gaspille des ressources alimentaires, même si c'est moins critique que ce peut laisser penser le chiffre de 10 kg. Par contre, à l'échelle locale, il peut tout à fait avoir une contribution positive, notamment pour les ruminants et pour l'élevage laitier en particulier. Donc attention quand même aux généralisations un peu trop rapides. Ceci dit, ce concept d'efficience nette, il a quand même quelques limitations. Déjà, ces chiffres, ils traduisent le fait que l'élevage peut permettre de valoriser pour l'alimentation des produits non comestibles. Mais ça veut pas dire que ces produits peuvent pas être valorisés autrement. La paille, par exemple, ça a bien d'autres usages que l'alimentation animale. Amendement aux couvertures des sols en agriculture, valorisation énergétique, utilisation comme isolant, transformation en papier. Enfin bref, vous m'avez compris, c'est pas parce qu'un produit ne peut pas être consommé qu'il ne peut être valorisé que par l'élevage. Mais même si on se limite au cas de la disponibilité alimentaire, il y a quand même des limitations.
La première, c'est que les chiffres sont très sensibles aux hypothèses. C'est ce qu'on a vu avec les différences entre les hypothèses des Autrichiens et de l'INRA. Donc encore une fois, si vous tombez sur ce genre d'études, faites bien attention aux hypothèses. Mais en fait, c'est même pas le plus gros problème. La plus grosse limitation à mon sens, c'est qu'en s'intéressant aux aliments consommés, en fait on s'intéresse à une ressource secondaire. La ressource primaire, c'est les sols. Et on peut très bien obtenir une très bonne efficience nette tout en monopolisant des sols qui pourraient être utilisés pour cultiver une plante comestible. Donc au final, c'est un concept intéressant, mais qu'il faut quand même prendre avec un petit peu de recul. Mais du coup, c'est bien beau tout ça, mais quand on est militant, on utilise lequel des deux? Efficience brute ou efficience nette? En fait, c'est assez simple. L'efficience nette, elle est pertinente que quand on parle de disponibilité alimentaire. Elle a été conçue pour ça et uniquement pour ça. En général, pour les autres sujets, alors que ce soit pour expliquer qu'on fait souffrir plus de carottes en mangeant du bœuf qu'en mangeant des carottes, ou pour expliquer qu'il faut plus de terre pour le premier que pour le second, il faut préférer l'efficience brute. Donc en gros, à retenir, disponibilité alimentaire, efficience nette, tout le reste, efficience brute. Donc pour conclure, clairement, utiliser l'efficience brute quand on parle de disponibilité alimentaire, c'est un peu trompeur. Il vaut mieux lui préférer l'efficience nette. Mais il faut quand même bien garder à l'esprit que ce concept, il a aussi ses limites. De toute façon, pour un sujet aussi complexe que la contribution alimentaire de l'élevage, on peut pas tout résumer avec un seul chiffre. Mais bon, si tu veux quand même des chiffres à utiliser, retiens plutôt ceci. En moyenne, 2,6 protéines végétales pour une protéine animale en efficience nette et 10 en efficience brute. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, si le sujet t'a intéressé, j'ai un article de blog un petit peu plus détaillé sur le même sujet. Je te mets le lien dans la description, va y faire un tour, il y a pas mal d'infos dedans. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce en l'air et à partager la vidéo, ça aide toujours à faire connaître la chaîne. Et si tu veux être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, oublie pas de t'abonner, voire à activer la petite cloche si tu veux être notifié, c'est toi qui vois. Au passage, j'aimerais dire un grand merci à Rosa pour les illustrations. Si tu veux la soutenir, tu peux commencer par aller faire un tour sur son site. Tu peux aussi, si tu le souhaites, aller faire un tour sur sa page Tipeee et lui faire un petit don régulier, ça l'aiderait bien. Et surtout, si tu connais pas ces BD insolentes de Veggie, tu coupes tout de suite YouTube et tu cours les acheter dans ta librairie. Genre maintenant, tout de suite. Voilà. Allez, sur ce, on va se dire au revoir. Donc, garde bien l'esprit critique et à la prochaine.